Et c'est vrai que j'avais demandé à Gérald Bronner de venir nous rejoindre sur ce plateau parce que il y a dans ce livre énormément de choses qui sont fascinantes sur les récits, le besoin de fiction, mais aussi les grands défis qui sont lancés à l'humanité. Je rappelle, Gérald Bronner, que vous êtes prof de sociologie à l'Université de Paris, c'est ça? Oui. Que vos travaux portent notamment sur les croyances, sur la crédulité. Vous êtes également membre de l'Académie de médecine. Alors ce livre, Apocalypse cognitive, qui vient de paraître aux presses universitaires de France, est une analyse brillantissime de l'emprise qu'exercent sur nous nos écrans. Alors tous les écrans de télé, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, mais aussi analyse des conséquences pour chacun d'entre nous, tout aussi bien pour la démocratie. Jamais, écrivez-vous, Gérald Bronner, jamais l'humanité n'aura eu accès à une telle quantité d'informations et de savoir qu'aujourd'hui. Toutes les questions que nous nous posons, ou presque, sauf les grandes questions existentielles, celle du pourquoi, toutes les questions ou presque ont une réponse en un ou deux clics. C'est la promesse du savoir universel, finalement, qui est tenue par Internet. Conséquence, nous n'avons jamais eu autant de temps de cerveau disponible, comme disait un patron de chaîne de télé jadis. Question, à quoi allons-nous utiliser ce temps de cerveau disponible? C'est la question qui vous obsède. Sauf que les réponses font un peu froid dans le dos. On va y aller doucement, Gérald Bronner, mais en commençant par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, écrivez-vous, c'est la connaissance. Jamais l'humanité n'a eu autant de temps de cerveau disponible parce que précisément, à la fois des robots ou des équivalents qui faisaient le travail à sa place, ça c'est vrai. On peut réduire l'histoire de l'humanité à la quête du temps de cerveau disponible? Alors, on s'est dit depuis tout à l'heure qu'il y a 1000 façons de raconter la même histoire, en fait. Donc c'est aussi une éditorialisation de l'histoire de l'humanité que je propose. Et en effet, je propose au lecteur de m'accompagner dans une narration qui lui propose de regarder notre histoire commune par cet élément, la libération de notre temps de cerveau, qui est due, à l'apparition des machines vapeur notamment, qui a permis d'externaliser des gestes physiques, puis l'apparition des intelligences artificielles qui aujourd'hui externalisent des algorithmes cognitifs cette fois, et qui réalisent mieux que nous un certain nombre de tâches, mais aussi les progrès du droit du travail, évidemment, l'augmentation de l'espérance de vie, enfin toute une série d'éléments macro-sociaux, macroéconomiques, qui font qu'en effet, on peut approximer qu'on a à peu près 8 fois plus de temps de cerveau disponible, de disponibilité mentale, qu'au début du 19e siècle. Donc c'est un immense progrès, si on peut encore employer ce mot qui est si décrié, sur lequel vous travaillez aussi. C'est probablement le trésor le plus précieux de l'humanité. Parce que dans cette disponibilité mentale, nous pouvons avoir des œuvres littéraires admirables, des récits de journalistes, des grandes symphonies, que sais-je, ou la découverte, par exemple, pour nous tirer de la situation épidémique dans laquelle nous sommes et qui s'appelle le vaccin, en l'occurrence. Les vaccins, puisqu'il y en a plusieurs. Donc il y a le meilleur et le pire. C'est pour moi l'objet le plus politique qui soit. Parce que c'est dans cette disponibilité mentale et ce que nous allons en faire que se dessinent les linéaments de notre avenir collectif. Seulement voilà, ce temps de disponibilité mentale est de plus en plus absorbé. Alors par l'arme du crime, j'ai envie de dire, mais puisque nous avons depuis tout à l'heure disserté sur le mal et nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que le mal peut être un objet très caricaturé et très caricatural, je ne vais pas dire que l'écran est l'objet du mal, en l'occurrence, ce n'est qu'un vecteur. À aucun moment d'ailleurs, vous êtes plutôt... Aucun Il y a deux choses sur lesquelles vous dites attention, alerte. Un, je ne suis pas un technophobe, c'est-à-dire que vous n'avez rien contre la technologie, les écrans en soi. Et deux, il n'y a pas de morale dans votre constat. C'est un constat froid. Là, vous rejoignez Florence Aubenas, c'est-à-dire que pas de psychologie, surtout pas. Les faits, uniquement les faits. Oui, je pense d'abord qu'il faut se livrer à un diagnostic analytique de la situation, ce qui ne m'empêche pas en tant que citoyen de craindre beaucoup de choses. C'est-à-dire que je trouve l'époque à la fois passionnante et inquiétante, pour vous dire la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à une situation totalement inédite dans l'histoire de l'humanité. Et de cette situation, ça nous met à ce que j'appelle un carrefour civilisationnel. Rien n'est écrit, je crois que l'histoire n'est pas déterminée, mais cependant, il y a beaucoup de raisons de craindre le pire, parce que précisément, cette captation de notre disponibilité mentale, par le biais des écrans, par ce que j'appelle le marché cognitif, c'est-à-dire le marché des idées, les récits dont nous avons parlé, ces récits qui peuvent relever aussi bien de la religion, de la superstition, de la science, de la connaissance, de théories magiques, d'idéologie politique, de théories du complot, tout cela est en concurrence
effrénée sur le marché cognitif à un niveau concurrentiel, un niveau de pression concurrentielle que nous n'avons jamais connu. Oui, mais alors on a souvent dit, et beaucoup de sociologues et de philosophes ont dit, quand il y a concurrence entre une idée délirante et une idée rationnelle, de toute façon, l'idée rationnelle l'emporte. Oui, c'est même vous écrivez l'inverse. C'est même ce que mon maître intellectuel pensait un peu, Raymond Boudon. Et je dois dire que sur ce point, au moins, je suis obligé de le contredire parce que les observations remontent la pente de cet espoir. C'est qu'en effet, l'idée était de dire que sur finalement un marché, eh bien, les meilleurs produits allaient finir par s'imposer. Et par meilleurs produits, on comprenait intuitivement les produits les plus rationnels, ceux qui se rapprochaient par exemple de modèles scientifiques. Or, ce sont bien en quelque sorte les meilleurs produits qui s'imposent, mais pas du point de vue de la norme de la rationalité, ce sont les meilleurs produits du point de vue de l'efficacité cognitive qu'ils produisent, c'est-à-dire de la satisfaction qu'ils ont sur nos cerveaux. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce point. C'est la satisfaction immédiate des plaisirs, c'est le divertissement. Qu'est-ce que c'est au juste ? C'est multifacette, en réalité, ce que révèle en fait cette masse d'informations. D'où le titre de mon livre, Apocalypse cognitive, qui vient de l'étymologie révélation, qui n'annonce pas la fin des temps. Eh bien, c'est un certain nombre de facettes qui montrent que nous avons des obsessions mentales. Je dis nous, c'est bien les êtres humains, hommes, femmes, quelle que soit notre origine, il y a des choses qui vont nous intéresser plus que d'autres. Et l'image que je donne, c'est celle... Les choses, pardonnez-moi, mais ce qui va nous intéresser finalement, c'est un petit peu ce dont on a parlé ce soir. Le crime, la colère, le sexe. Pas que, mais beaucoup. C'est ce que vous écrivez, la peur, la colère, la sexualité. L'incomplétude cognitive. Voilà, on ne sait pas, l'ignorance. C'est les informations égocentrées aussi, c'est-à-dire tout ce qui va parler de vous, le ça va vous intéresser. Oui, puisqu'on a parlé de Gérald Thomasin, à chaque fois que j'ai entendu le mot Gérald prononcé par l'un d'entre vous, mon esprit a sauté, parce qu'il se trouve que je me prénomme aussi Gérald. Donc il y a quelque chose qui attire notre attention dans les informations égocentrées, et dans cette masse incroyable d'informations, bien, il est évident que nous ne pouvons pas la traiter. Notre cerveau, aussi puissant soit-il, 1 million de milliards de connexions, c'est vraiment un outil absolument fabuleux, ne peut pas traiter toutes ces informations. Donc il va picorer au gré, en quelque sorte, de ce que notre attention va lui commander. Vous appelez ça la lutte pour l'attention. Pour quelles raisons préférons-nous, Gérald Bronner, regarder des vidéos de chatons plutôt que de regarder un tuto sur la physique quantique par Serge Haroche, ou alors sur l'économie par Jean Tirole, ou alors Florence Aubenas, ou alors Patrick Modiano, ou même la Grande Librairie, après tout. On a bien tort, mais la réponse, on la connaît. Alors pour le chat, c'est quand même assez mystérieux. Je dois dire que mes compétences de sociologue s'arrêtent. Certains disent que c'est en raison du caractère néotonique du chat. Ça veut dire qu'il a des pommettes très saillantes, des grands yeux, ce qui nous fait penser à des enfants, à des bébés. Et comme nous sommes des espèces, nous tenons compte de nos enfants très longtemps, parce qu'ils restent avec nous un certain nombre d'années, nous serions, et je parle vraiment à titre hypothétique, très attirés par ce type de vidéos. Mais ce n'est pas les premières vidéos regardées. Les premières vidéos regardées de très loin dans le monde et dans tous les pays, y compris les pays religieux, ce sont les vidéos pornographiques. Voilà quelque chose qui nous paraît à la fois évident, et en même temps qui est caché presque depuis l'histoire, le début de l'histoire de l'humanité. Les religions, notamment monothéistes, ont pris grand soin et ont dépensé beaucoup d'énergie pour nous dire que cette obsession pour la sexualité était aussi comme le mal extérieur à nous. En fait, cette obsession serait une tentation d'une force extérieure, du diable par exemple. Et aujourd'hui, de façon métamorphosée, on a des idéologies qui nous disent que toutes ces traces que nous laissons, toutes ces obsessions, ce n'est pas vraiment dans l'être humain. En réalité, c'est l'environnement social, par exemple le caractère malin du marché, du néolibéralisme, qui nous attirait vers un certain nombre de propositions, alors qu'en fait, ce sont des dispositions profondément enfouies dans notre passé évolutionnaire. Vous, ce que vous dites, si je vous suis bien, c'est que dans ce livre qui s'appelle Apocalypse cognitive, et avec ce mot apocalypse qui signifie étymologiquement en grec la révélation, c'est qu'en réalité tout cela révèle notre nature profonde, la nature humaine. Absolument. Ce qui est en train de se produire, finalement, c'est un grand alignement entre toutes les offres possibles et toutes les demandes imaginables. Sauf que les offres, notamment cognitives, s'indexent, et on le voit par le journalisme, je parlais tout à l'heure des faits divers, peu à peu. Alors, c'est sur des logiques décennales, bien entendu, mais Internet a accéléré les choses. L'offre d'information s'indexe de plus en plus pour survivre, en raison de la pression concurrentielle, sur la demande que les offreurs se représentent. Et en fonction de ce que ça marche pas, on va ajuster la demande. Donc cet alignement entre l'offre et la demande, il révèle en effet
finalement une esquisse de l'humanité, une esquisse grimaçante, une caricature, mais comme dans toute caricature, il y a du vrai, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que cela, mais nous sommes aussi cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des récits qui cherchent à nous détourner de cette apocalypse cognitive. C'est-à-dire qu'ils cherchent à nous dire soit non, l'homme n'est pas du tout comme ça, c'est pas vrai, c'est artefactuel, ou au contraire à nous encourager et à nous dire, dans le fond, nous ne sommes que cela, et à essayer de trouver une légitimité politique à ces aspects les plus obscurs de notre cerveau. Voilà, deux visions, l'homme dénaturé et le néopopulisme que vous étriez dans des pages parfaites. Je reviens quand même sur cette tendance. Florence Aubenas, vous, journaliste, vous l'avez vu aussi depuis quelques années, j'imagine, cette tendance, même si vous ne la pratiquez pas personnellement, mais dans les journaux, dans des grands journaux de référence, à aller vers ce que Gérald Bronner n'appelle pas le putaclic. Ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est très particulier aujourd'hui dans la presse écrite surtout. Pendant longtemps, les médias quantifiables étaient la télévision et la radio, parce qu'on pouvait savoir le taux d'audience qu'ils avaient eu. Et pour la presse écrite, on savait juste combien on vendait. Et on avait cet exercice qui était, on convoquait quelques lecteurs derrière une vitre sans teint, les rédacteurs en chef étaient derrière en les regardant comme ça, et on disait, qu'est-ce que vous aimez lire dans votre journal? Et chacun dévidait. Alors bien sûr, on avait l'impression qu'il passait le concours de Sciences Po. Tout le monde se ruait sur la rubrique internationale. Ouais. Après, on allait vers la politique, etc. Les faits divers, non, jamais. Et la culture, hein, bien sûr. La culture, bien sûr, j'oubliais combien je suis bête. Et tout le reste, les faits divers, je ne les lis pas. Tout le courrier des lecteurs, pas question, tout ça. Et donc, en fait, depuis que les journaux sont aussi sur Internet, vous avez remarqué qu'il y a les plus lus, les plus appréciés, les plus commentés. Et donc, on sait derrière cet éventail de façades, j'aime l'international, c'est la première chose que je lis, la Birmanie, etc. C'est pas forcément ce qui apparaît dans les plus lus. Ça aussi, hein, Gérald Bronner, vous le démontez dans le livre. Et donc, il y a cette espèce de course entre ce que vous voulez mettre dans votre journal, ce que le lecteur veut y trouver, mais qu'il ne va pas forcément lire, mais il aime savoir qu'il pourrait le lire, mais qu'il ne lit pas forcément, et ce qu'il lit en réalité. Et il y a ce mélange de tout qui fait un journal pour son lecteur. Pourquoi dilapidons-nous notre trésor attentionnel, c'est votre expression Gérald Bronner, tout en essayant de le maquiller par un discours qui est un discours déculpabilisant, en disant non, moi évidemment ce que j'aime c'est regarder Arte, France 5 et lire les pages internationales. Alors qu'en réalité, non, on va prendre le dernier Fast and Furious. On voit bien d'abord parce qu'il y a un discours social, un discours culturel qui anoblit certaines formes de distraction ou certaines formes d'usage de notre temps de disponibilité par rapport à d'autres. Et donc comme nous sommes des acteurs sociaux stratégiques, évidemment que nous sommes pour la plupart d'entre nous capables d'user de ruses déclaratives. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une forme de sincérité dans cela. Je ne pense pas que les gens soient totalement insincères quand ils déclarent qu'ils ont envie de faire cela, qu'ils vont se mettre à lire ce livre, etc. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que dans notre cerveau, il y a justement suffisamment de ressources, de possibilités pour pouvoir ralentir. Mais encore faut-il que toutes les probabilités soient organisées, c'est-à-dire que l'environnement social, cette fois, soit organisé pour nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, est-ce que ça veut dire problème, c'est que ce n'est pas le cas avec ce marché Alors, justement, est-ce que ça veut dire que c'est l'environnement social, c'est-à-dire en gros la politique ou la démocratie qui doit s'en emparer, ou est-ce que c'est chacun d'entre nous qui devons trouver en nous, comme disait Tiffany Tavernier, les ressources pour affronter cela? C'est un combat, pour répondre à votre question, qui est à mener à la fois individuellement, et c'est aussi un enjeu politique. C'est-à-dire à la fois individuellement, c'est-à-dire qu'il est évident qu'une des ressources possibles, c'est l'éducation. Je suis membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. J'ai accepté d'y rentrer il y a à peu près un an avec cette idée de développer l'esprit critique au sein des programmes avec Elena Pasquinelli, sous la tutelle de Stanislas Dehaene, qui est un des grands spécialistes du cerveau. Et qui vient très souvent ici. Mais juste une chose, vous allez être confronté quand même à une question, c'est de savoir ce qu'on fait des écrans, notamment auprès des plus jeunes. Oui, alors je pense qu'on peut tirer le meilleur des écrans. Simplement, il faudrait utiliser leur aptitude à générer, à exciter en nous des boucles addictives pour le meilleur. C'est-à-dire, je crois qu'il y a aussi un plaisir. C'est possible, ça, de dire, voilà, les écrans vont servir à générer en nous l'envie d'aller lire un roman, d'aller voir un film un petit peu plus exigeant que le tel ou tel divertissement. Je pense que c'est tout à fait possible. Vous aurez remarqué que quand vous regardez un épisode, on vous propose tout de suite le suivant, n'est-ce pas? Ça, c'est pas un hasard, évidemment.
évidemment, tout ça, c'est tout à fait travaillé, c'est de bonne guerre, vous allez me dire. Mais en l'occurrence, on peut parfaitement utiliser ces outils-là pour solliciter des cerveaux vers des objets beaucoup plus exigeants. Par exemple, le système de récompense dans les jeux vidéo est beaucoup basé aussi sur l'incomplétude, c'est-à-dire que vous finissez un bout de tableau, puis vous avez envie d'explorer la suite, etc. C'est le principe aussi des séries. Absolument. D'où le 11e commandement, je trouve ça très drôle. Il y a des passages drôles dans votre livre. Vous dites, il y avait 10 commandements, il y en a 11 dorénavant depuis l'accession du règne des séries. 11e commandement, tu ne spoileras point. Absolument. Bien vu ça. Oui, d'ailleurs, vous-même, vous avez été très prévenant tout à l'heure en disant je ne veux pas divulgacher. Hein, vous avez intégré ce 11e commandement. Ah, totalement. Vous faites l'éloge donc de la puissance des récits, vous montrez combien la fiction a pris de l'importance dans nos vies. Que relève-t-elle justement notre appétence pour la fiction? C'est ce qui peut nous sauver, c'est ce qui peut au contraire nous engloutir sous un divertissement. Quelle est la ligne? Je parlais tout à l'heure de ligne rouge avec Florence Aubenas, mais là il y a une autre ligne qui est peut-être rouge également, c'est-à-dire le moment où je me laisse aller avaler par la tonne de fiction, de romans que je lis et qui me paralysent. Et puis, le moment, au contraire, ça me permet de créer, d'inventer ma vie, d'être moi-même. Le récit peut constituer en effet un abîme pour l'humanité, dont il faut aussi se méfier. Dans l'absolu même, on pourrait imaginer qu'avec le développement, par exemple, de la réalité virtuelle, dans l'absolu, peut-être que certaines formes de fiction seraient plus intéressantes à vivre que notre vraie vie. Parce que dans notre vie, il y a quand même beaucoup de temps, d'attente, d'ennui, etc. Puis ça s'appelle le cinéma, ça. Ouais. Vous vous souvenez de Truffaut qui disait dans La Nuit américaine, les films, ça n'attend pas. Ça file comme des trains dans la nuit. Mais la vie, ça n'est pas ça. C'est Woody Allen qui rentre dans l'écran. Voilà aussi. Moi, j'adore. Hein. Personnellement, je veux bien me laisser bouffer par la fiction. J'avais cette ambition, mais je n'ai pas réussi à mesurer la part de la fiction. Parce que j'ai l'impression qu'elle est devenue extrêmement envahissante, mais comment le mesurer? J'ai pas su le faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de fictions précèdent la croyance. C'est-à-dire que les fictions ont un caractère autoréalisateur. Par exemple, la grande vague de spiritisme a été précédée par toute une série de romans gothiques et de nouvelles gothiques qui décrivaient la façon de communiquer. C'est là où je pose la question du réel. Il y a une interaction totale entre le réel et la fiction. Il est évident que même la restitution d'un récit, et là on croise tout ce qui s'est passé pendant cette soirée. Moi j'ai choisi le mode du roman justement parce que rien n'est réel mais tout est vrai. Et si j'avais pris le mode du récit, mais de mon côté d'avocat pénaliste, je crois que j'aurais fait quelque chose de moins vrai parce que je n'aurais eu qu'une vérité. Alors que la vérité, c'est plutôt le croisement des vérités de chacun et donc la possibilité de les entendre tous. Et on revient à ce paradoxe absolument génial qui est la raison d'être de nos passions, en l'occurrence la lecture, c'est que pour atteindre la vérité, il faut passer par ce détour incroyable, par le faux qu'on appelle une fiction, mais qui est peut-être bien le réel ou le vrai. Gérald Bronner, vous dites surtout, ce que vous montrez, c'est à quel point ce temps de cerveau disponible devrait être aussi rendu disponible, et c'est un devrait qui n'est pas moral, mais qui est politique, disponible pour l'oisiveté, pour la rêverie, pour l'ennui et pour l'attente. Qu'est-ce que toutes ces choses-là autorisent ? Ben oui, le problème, c'est qu'effectivement, l'ennui, l'attente, c'est quelque chose qu'on ressent souvent comme une grande violence. D'ailleurs, il y a même, je cite une expérience où des gens préfèrent s'auto-administrer des chocs électriques plutôt que de ne rien faire. On leur donne le choix entre les deux. C'est dire combien c'est violent. Et pourtant, c'est dans cet ennui, dans cette rêverie, dans cette flânerie intellectuelle qui est aussi la plus grande part de la créativité humaine. Et qu'est-ce qui va rester de cette flânerie si ce temps de flânerie diminue? Et je suis moi-même le premier coupable dans ces cas de figure. Si je vais chez mon médecin dans la salle d'attente, je veux optimiser mon temps. J'ai mon smartphone, donc je vais regarder mes mails, je vais y répondre, etc. Je me rappelle, étant étudiant, qu'une partie de ma thèse, je l'ai écrite dans le tramway. J'étais à Grenoble, n'est-ce pas? Ça prenait 45 minutes. Et donc, je rêvais. Aujourd'hui, je n'ai plus rarement, je me laisse de moins en moins l'occasion de cette rêverie. Et j'imagine que c'est... Est-il possible, alors je ne vais pas dire de revenir en arrière, ça va vous agacer, mais est-il possible d'aller de l'avant en retrouvant le temps de la rêverie dans le tramway? Gérald Bronner. Bien sûr, c'est possible. Vous voyez bien que rien n'est écrit dans le marbre. Mais chacun se l'aménage, en fait. Eh bien voilà, c'est une question de volonté. Rien ne vous oblige à vous gaver de friandises en regardant une série télé le soir, mais c'est très tentant.
C'est tout, c'est toute l'histoire humaine. Donc il faut résister à la tentation. Oui, il y a d'ailleurs l'expérience de Walter Mitchell que j'évoque en conclusion, et c'est pas pour rien, c'est la célèbre expérience des marshmallows, je ne sais pas si vous la connaissez, où on offre un enfant, un petit enfant, ils sont d'ailleurs très touchants, il y a des vidéos, je vous conseille de les regarder, c'est absolument tordant, et on lui dit, si tu ne manges pas ce chamallow, si vous voulez, cette friandise, et si tu attends 10 minutes, eh bien tu en auras 2. Et là, il faut voir les enfants. Là, vraiment, c'est un dilemme. C'est-à-dire jouir maintenant ou attendre un peu. Et ils se tordent. Il y en a même qui les lèchent, en fait, pour ne pas les manger, mais pour pouvoir jouir quand même un peu de la friandise. Mais vous savez bien, vous le dites vous-même, que cette expérience a quand même une limite qui est qu'il faut regarder aussi la provenance sociale de chacun. Absolument. Que l'enfant qui, justement, n'en a jamais, en a peut-être plus envie ou besoin, etc. Merci de le rappeler, parce qu'effectivement, quand je dis que c'est un objet politique, c'est aussi une des dimensions de la question. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux face à cette captation de notre disponibilité mentale. Et les classes les plus modestes, on le sait, ont craignait une fracture numérique en se disant il faut que tout le monde ait des écrans. Bon, maintenant, c'est à peu près fait, en tout cas dans la société française, mais malheureusement, les classes les plus modestes sont apparemment celles aussi qui voient leur temps de cerveau disponible le plus siphonné et par des propositions qui ne sont pas toujours de nature à nous édifier. Cambriolage du cerveau, vous ne mâchez pas vos mots. Dernière question, je vous la pose parce que c'est vous qui la posez, page 337, mais évidemment, vous ne donnez pas la réponse. Mais moi, j'aimerais bien que vous la donniez ce soir. Quels sont les Newton, demandez-vous, les Einstein ou les Darwin qui ne pourront donner la pleine puissance de leur potentialité intellectuelle parce qu'une partie de leur rêverie aura été absorbée par des sucreries mentales plutôt que par le rude effort de l'exploration méthodique du possible. Je répète, parce que on est là, le rude effort de l'exploration méthodique du possible. Tout est là ? Oui, parce qu'en effet, la pensée analytique, l'exploration du possible, on le sait, c'est plus énergivore, ça nous demande plus de dépenses d'énergie. Et notre cerveau est un ladre, en fait, vous savez, comme nous tous, notre cerveau à tous. Et donc, nous cherchons à optimiser les choses, à avoir le maximum possible en dépensant le minimum. On est tous comme ça. Le drame collectif dans tout cela, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une position, encore une fois, morale, ce n'est pas du tout morale ma position, mais quand même la conséquence politique, c'est qu'on peut se dire que sans cette déperdition attentionnelle, l'humanité perd quelque chose de fondamental. Mais nous ne le saurons jamais. C'est pour ça que je ne réponds pas à cette question. Je ne les connais pas, moi, ces génies inconnus qui ont été perdus dans ce torrent attentionnel. Nous ne les connaîtrons pas et c'est un drame. Mais vous postulez qu'ils existent et que ce torrent attentionnel, que cette façon de capter l'attention, de la dilapider, fait peut-être sacrifier une génération ? Pas une génération, mais des individus dans cette génération. Ils existent forcément statistiquement, parce qu'il n'y a pas de raison de croire que la grande intelligence, le génie, le talent ne soient pas écuis répartis dans toutes les classes d'âge, dans tous les milieux sociaux. Simplement, il y a une déperdition de ces talents. Je crois qu'un des grands devoirs politiques, c'est d'aller chercher tous les talents là où ils se trouvent. Apocalypse cognitive, c'est au PUF, les presses universitaires de France, sous la signature donc de Gérald Bronner. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Littérature, faits divers, sciences, sociologie, et puis au final, quel éloge, mesdames et messieurs, de la puissance des récits, l'éditorialisation du monde. Merci à vous d'avoir suivi La Grande Librairie. Merci Florence Aubenas, Tiffany Tavernier, Laure Hennick et Gérald Bronner. Je rappelle que tous les livres dont nous avons parlé ce soir sont à gagner. Si vous voulez vous connecter sur les réseaux sociaux de La Grande Librairie, tiens, on va vous faire de l'attention dilapidée. Enfin bon, peut-être dilapidé pour un bien, celui de la créativité et de la connaissance. Vous répondez à la question qui va vous être posée dans un instant. Vous repartez avec les livres. Pas beau ça, la petite librairie tout à l'heure et puis Karim Rissouli dans un instant, c'est ce soir en direct, le débat pardon, et on se retrouve nous la semaine prochaine. Alors tiens, la semaine prochaine on parlera d'histoire avec des histoires, mais les romanciers qui s'emparent de l'histoire, Éric Emmanuel Schmitt qui remonte au déluge, Eddie Cadour sur la femme de Tacite, ça c'est formidable, et puis Jennifer Richard et Eugène Ebaudet également au programme. Je vous souhaite de belles lectures, à la semaine prochaine.